gestion des comptes des entreprises. Si vous cherchez du travail et que vous avez cette étiquette de lanceur d'alerte, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de double peine? Est-ce que les entreprises ne vont pas rechigner à vous engager? Alors effectivement, la situation des lanceurs d'alerte, en plus de s'exposer à des poursuites judiciaires, c'est aussi de souffrir d'une dégringolade de son employabilité sur le marché du travail. Effectivement, si aujourd'hui je recherchais du travail auprès d'un cabinet d'audit ou au Luxembourg, ce serait probablement très difficile. Après, moi j'avais la volonté, j'ai démissionné du cabinet d'audit en ayant fait le choix de me reconvertir professionnellement. Donc j'ai retrouvé un travail dans un secteur qui n'a rien à voir, mais c'est clairement plutôt une chance par rapport aux lanceurs d'alerte. Après, moi, l'expérience que je tire de cette alerte dans l'affaire LuxLeaks, c'est que lancer l'alerte, ça peut effectivement mettre dans des situations très difficiles. On vient d'entendre le récit de Stéphanie Gibault. Ouais. On connaît la situation de Rui Pinto, dont le procès s'ouvre et qui a déjà fait 1 an de détention provisoire avant d'avoir le moindre avis de la justice sur ce qu'il a fait. Donc ça peut être effectivement assez dramatique, mais c'est pas systématique. D'accord. Pardon, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants ce matin et j'en suis ravi. Jean-Philippe Fogel, vous êtes coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Une de vos missions, c'est justement l'aide à la médiatisation. Et comment faites-vous pour gérer cette contradiction? Médiatiser des affaires qui elles-mêmes peuvent mettre en danger ceux qui les concernent si ces affaires sont médiatisées. Pour être parfaitement honnête, en général, on ne conseille pas aux personnes d'être médiatisées. Enfin, on le voit dans beaucoup de cas, la médiatisation, ça peut aussi nuire aux personnes. En tout cas, les personnes qui ont retrouvé un emploi, c'est des personnes qui ont révélé des choses à des journalistes de manière anonyme et qui en fait ne sont pas traçables. Donc la plupart des personnes qui ont retrouvé un emploi sont des personnes qui ne sont pas connues du grand public. D'accord. Après, dans certains cas, la médiatisation, ça peut aussi aider. Quand ça concerne des grandes entreprises, quand l'alerte concerne des grandes entreprises dont les personnes peuvent être mises en danger si elles lancent l'alerte en interne. Dans ce cas-là, la médiatisation, ça peut aussi aider les personnes. Stéphanie Gibault, est-ce que vous avez la sensation que la loi protège suffisamment les lanceurs d'alerte? Et vous l'avez dit, vous n'avez pas contacté la presse, mais malgré vous êtes devenu une figure publique. Mais c'est ça qui est complètement dingue, justement. C'est que la médiatisation en aide certains et finalement elle en assassine d'autres. Moi, je suis toujours à me dire, mais qui a donné mon nom aux médias? Et pourquoi? Et pourquoi les médias se sont tous refilé mon nom, finalement, pour me mettre en danger? Parce que de quoi est-ce que j'ai été protégée? Est-ce que j'ai été capable de retrouver du travail? Bien sûr que non. Vous n'avez pas de travail. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, vous n'avez pas de travail. Ah mais moi j'ai été licenciée, vous l'avez dit tout à l'heure, le 10 février 2012. Donc je vis sans revenu depuis 8 ans. Est-ce qu'il y a des comités de soutien? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se mobilisent? Non. Est-ce que le procès UBS qui a eu lieu en fin 2018, début 2009 a mobilisé les foules? Non. Alors que ça concerne les millions de contribuables français. C'est justement très intéressant de voir que certains dossiers mobilisent et pas d'autres. Alors que le dossier UBS, justement, il est convergent vers les multinationales dont parlait Antoine Deltour tout à l'heure, puisque j'en connais un certain nombre qui étaient clientes d'UBS. Et de l'autre côté, les Football Leaks, avec ce que je vous disais au début de cet entretien, les joueurs de foot qui étaient, et les sportifs de haut niveau, qui étaient gérés par une cellule UBS. Ouais. Donc en fait, il y a des dossiers sur lesquels on s'intéresse, et notamment à l'étranger, parce que là, vous parlez du Portugal et vous parlez du Luxembourg. Moi, je vous parle d'un délit qui a lieu en France, où moi, je travaillais, où vous vivez, où vous payez vos impôts, qui est le pays des droits de l'homme, pour le rappeler, qui a refusé l'asile de Edward Snowden et de Julian Assange. Je vous parle de ces deux-là, puisque j'ai vu que Edward Snowden était témoin au procès de Rui Pinto et que Assange est enfermé et emprisonné depuis plus d'1 an en Grande-Bretagne. Donc, quelle image est-ce qu'on a de nos démocraties occidentales avec des dossiers aussi importants ?